Bonjour et bienvenue dans ce support de cours qui accompagne le livre Les web services, publié aux éditions Ellipse en 2013. Le livre a été écrit par Jonathan Fontanelle, Reine Libaud et Philippe Lacombe et il est disponible dans la plupart des librairies et des bibliothèques. La présentation concerne plus particulièrement le chapitre 1. Il s'agit d'une introduction qui va donner les différentes définitions des web services ainsi que le contexte d'utilisation de ces web services. Alors, clairement, lorsqu'on parle de web services, on se situe sur des architectures informatiques de type client-serveur, c'est-à-dire que l'on se situe dans un contexte où des postes clients, des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau et pourquoi pas des terminaux mobiles vont se connecter sur un serveur via un réseau et de manière générale via le réseau Internet. Alors un web service, c'est un service qui est fourni sur Internet et qui repose en fait sur la définition de trois éléments bien particuliers. Le premier, c'est le fait qu'il faille disposer d'un protocole de transport, d'un service de transport pour pouvoir faire communiquer le poste client avec le serveur. Habituellement, on utilise des connexions de style HTTP via son navigateur Internet. Eh bien, on peut utiliser ce même type de connexion pour faire communiquer un programme informatique sur un terminal mobile ou sur un ordinateur portable jusque vers le serveur. Il est souhaitable ensuite de disposer d'un protocole qui va permettre de décrire les différents services. Nous verrons par la suite que pour l'un des web services qui nous intéresse, à savoir les web services de type SOAP, eh bien, le protocole de description s'appelle WSDL. Et enfin, troisième point, il faut disposer d'un protocole de description des messages, c'est-à-dire d'un protocole qui va permettre de gérer la communication et les échanges de données entre les postes clients d'une part et le serveur d'autre part. Alors, disposer d'un web service, c'est s'interroger aussi sur des notions qui sont connexes, en particulier quelle capacité d'accueil mon web service va-t-il offrir à mes clients, dit autrement, combien de clients est-ce que je vais pouvoir traiter par unité de temps, quid de la disponibilité de mon web service, de la tolérance aux pannes, et quid enfin du temps de réponse que je vais proposer à mes différents clients. Pour se rendre compte de l'importance de ces questions, il suffit de s'interroger sur les moyens que mettent en œuvre des fournisseurs de web services tels que Google pour permettre à tout un chacun de consulter ses mails sur son terminal mobile ou bien d'afficher via Google Maps la représentation de la ville dans laquelle on habite. On se rend immédiatement compte que la performance globale d'un web service du point de vue de l'utilisateur se trouve à la croisée de ces trois préoccupations qui sont les temps de réponse que l'utilisateur a, la capacité d'accueil du web service et la disponibilité qui se doit d'un point de vue de l'utilisateur d'être la plus grande possible. Alors, d'un point de vue du concepteur de web service, les choses sont un peu différentes car lui doit s'intéresser, en plus des trois points précédents qui intéressent ses futurs utilisateurs, ses futurs clients, à d'une part l'évolutivité de son web service. Donc il doit s'interroger sur les technologies qu'il utilise et sur la manière avec lesquelles il va pouvoir faire évoluer ses services au cours du temps. L'extensibilité, la capacité d'être étendue par ajout de nouvelles méthodes, et l'exploitabilité de ces web services doivent faire aussi partie des nombreuses préoccupations que doit avoir le concepteur d'un web service. Alors, pour concevoir un web service, il existe différents types d'architectures dont certaines sont plus ou moins répandues. On peut citer, par exemple, du côté client, des couples Java NetBeans qui constituent une alternative très sérieuse au couple C# Visual Studio, PHP qui peut être utilisé du côté client ou même HTML. Pour chacune de ces technologies, on utilise des interfaces, des bibliothèques supplémentaires qui vont permettre de gérer la communication avec le serveur. De manière générale, on dira d'interroger et de dialoguer avec le web service. En Java, par exemple, il s'agit de l'extension Java EE
qui permet de gérer des connexions à des web services. En C#, on va retrouver aussi des extensions pour gérer ces connexions, mais aussi en PHP ou en HTML, dans lequel on va retrouver Ajax. Il existe plusieurs types de web services. De manière simplifiée, historiquement, le premier type de web services qui ont été mis à la disposition des utilisateurs étaient des web services de type XML RPC. Il y a de cela plus d'une dizaine d'années. Se sont développés par la suite des web services de type REST et SOAP qui datent de 5 ou 6 ans. Il est possible de réaliser des programmes utilisant des web services ou proposant des web services dans des technologies très différentes. On retrouve par exemple le couple Java-NetBeans qui s'appuie sur les bibliothèques JavaE, ou bien le couple C# Visual Studio qui lui aussi bénéficie d'un certain nombre de bibliothèques C# qui sont proposées en standard. Pour les développements plus orientés web, on retrouve le langage PHP qui, à l'aide d'Eclipse version PDT, utilise des bibliothèques PHP spécifiques, facilitant l'utilisation de ces web services. Pour les développements en HTML, on peut utiliser une version d'Eclipse dédiée au codage en JavaScript et utiliser Ajax comme une interface. Par exemple, si l'on considère le couple NetBeans Java ou bien Eclipse Java, cela signifie que les développements qui sont réalisés au niveau du web service client vont tirer profit d'un certain nombre de bibliothèques Java EE qui vont grandement faciliter le développement du client. Si on considère par exemple NetBeans, eh bien celui-ci offre en standard des outils permettant de se connecter à des web services de type SOAP. Ici, à titre d'exemple, nous voyons une interface de l'environnement NetBeans dans lequel le programmeur peut, de manière extrêmement simple, spécifier l'URL du fichier WSDL qui décrit le web service, et en cliquant sur le bouton Finish, eh bien, l'environnement NetBeans va, de manière automatique, se connecter sur le web, récupérer le fichier WSDL, parser le fichier WSDL, récupérer le nom des différentes méthodes qui sont proposées dans le web service et générer de manière automatique un certain nombre de lignes de code Java qui vont par la suite grandement faciliter le travail du programmeur. Par exemple, si on dispose d'un outil tel que NetBeans, le travail du programmeur va se résumer en 3 parties. Dans un premier temps, il va déclarer une variable, ici nommée service, du type essai Java Web Service service pour notre exemple, variable qu'il va ensuite créer. La classe essai Java Web Service service sur notre exemple est en fait une classe Java qui a été écrite de manière automatique par l'environnement NetBeans. La deuxième étape consiste ensuite à déclarer un port et à l'initialiser. Et enfin, la troisième étape va consister à appeler une méthode de ce port-là. Ici, sur l'exemple, on écrira port.additionner en spécifiant 10 et 12 comme 2 paramètres. Si on considère l'exemple du couple Visual Studio C#, eh bien là aussi, lors de l'écriture du web service, on va pouvoir utiliser des bibliothèques spécifiques facilitant le développement du client. Tout comme NetBeans, Visual Studio propose un menu spécifique dans lequel le programmeur peut spécifier l'adresse HTTP du fichier WSDL, et tout comme NetBeans, Visual Studio va de manière automatique récupérer le fichier WSDL, parser ce fichier et offrir au programmeur la possibilité
d'appeler directement, ou presque directement, les différentes méthodes proposées. Ici, comme on le voit, la méthode additionnée et la méthode hello. Alors, afin de terminer cette présentation, bien, il est utile de rappeler qu'il existe un très grand nombre de web services qui sont disponibles sur Internet et que le programmeur peut facilement utiliser. Il existe des annuaires de web services. Ils sont très nombreux. Ici, nous allons simplement en donner une liste très courte, en commençant par l'annuaire Programmable Web. Donc cet annuaire, dont on retrouve ici l'adresse HTTP, offre de multiples web services dans des protocoles différents. Et nous invitons le lecteur à chercher par lui-même sur le site et il découvrira par exemple que le service Bien Michelin est référencé dans cet annuaire comme on le voit ici. Moins connu, mais tout aussi important, l'annuaire Web Service X référence lui aussi un grand nombre de web services, essentiellement respectant le protocole SOAP et REST. Citons aussi l'annuaire Web Service List qui contient des web services très utiles dans les entreprises. On retrouvera par exemple un web service de conversion de monnaie qui a fait l'objet de nombreux essais dans le livre. Alors, pour terminer, et avant de commencer vraiment la partie technique de développement, il faut rappeler que réaliser un web service est une opération qui va permettre à un client de se connecter sur un serveur pour faire effectuer un certain nombre d'opérations. Et même si c'est trivial, il est nécessaire de garder à l'esprit que dans ce type d'architecture, les échanges sont par défaut des échanges synchrones, ce qui veut dire que lorsqu'un client sous-traite à un serveur l'exécution d'une tâche, et bien par défaut, le client est bloqué en attendant la réponse. Et que ce mode de fonctionnement est largement satisfaisant dans un très grand nombre de cas, mais qu'il peut être problématique dans des cas différents, dans lequel en particulier le temps d'exécution du serveur est grand, ou dans un cas particulier dans lequel on doit offrir un certain nombre de réactivité à l'utilisateur du web service sur le poste client. C'est ce qu'on appelle des communications de type asynchrone. Qu'appelle-t-on une communication de type asynchrone? Eh bien, on appelle une communication de type asynchrone le fait qu'un client peut, pendant que le serveur effectue un traitement, réaliser d'autres travaux. Cela signifie que le client va démarrer un service, que l'opération de démarrage de ce service doit être une opération de courte durée, permettant au client de reprendre immédiatement son exécution, et que le client va par la suite, de manière périodique, tester si oui ou non le traitement sur le serveur est terminé. Et dans le cas d'une réponse positive, eh bien, le client récupérera le résultat fourni par le serveur. Gardons aussi à l'esprit que, quel que soit le mode de communication que l'on adopte, synchrone ou asynchrone, faire un web service, c'est mettre à disposition d'un certain nombre de clients, et pourquoi pas de tout Internet, un certain nombre de services. Et qu'il peut être utile d'identifier les différents clients, ne serait-ce que dans un souci d'équité pour répartir la charge. On retrouve ça dans un très grand nombre de web services proposés sur Internet. Souvent d'ailleurs, il s'agit de remplir un formulaire et le serveur va, sur une adresse mail, envoyer généralement une clé qui va servir par la suite à s'identifier au niveau du web service. Le serveur garde alors en mémoire, dans une base de données, la liste des clés utilisées. Nous espérons que cette introduction très rapide vous ait permis de bien identifier les différents domaines d'application de web service et nous allons voir par la suite comment réaliser un web service et comment utiliser un web service.